Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le bon MJ. Il n'y a pas si longtemps, je cherchais comme toujours de nouveaux jeux à essayer, à lire, à explorer. Et une fois comme ça, je vois une miniature où c'est écrit Serait-ce le jeu le plus simple du monde? Is it the RPG, easiest RPG? Yeah? Il s'agissait de Quest. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de Quest. Quest, c'est un jeu, je l'ai testé du coup en 3-4 parties à distance via Miro, Discord, etc., etc. C'est un jeu qui est super facile à prendre en main. C'est pour ça que je voulais vous en parler. Je trouve qu'il est top top pour débuter, mais avec des mais. Donc on va parler de tout ça. Facile à prendre en main, épique dès le départ. Ça, c'est assez sympathique. Il y a beaucoup de jeux dont le parti pris, c'est de se dire on va jouer au long terme, les personnages vont devenir de plus en plus forts et tout. C'est le parti pris de Quest. Mais il y a aussi beaucoup de jeux dont le parti pris, c'est on va commencer nul et on va devenir fort après. Et Quest, vous commencez fort dès le début. Clairement, il y a un sentiment un peu héroïque. Vos héros, enfin vos PJ, sont définis par leur pouvoir, uniquement. On y reviendra après sur les mécaniques. Ce qui en dit quand même déjà long sur le jeu. C'est-à-dire que il n'y a que les trucs badass qui définissent votre personnage mécaniquement. À savoir, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, que c'est de la fantasy on ne peut plus classique, je pense. Même si les classes qui sont proposées sont un peu différentes et qu'on n'a pas mis de race, en l'occurrence. Vous pouvez parfaitement dire que votre personnage est d'une race que vous inventez et tout, mais mécaniquement, ça n'entre pas en compte dans le jeu. C'est vraiment les classes qui vont définir votre personnage et les pouvoirs que vous allez choisir. Donc je trouve que c'est assez cool. Il y a ce côté catalogue qui peut plaire, même aux débutants, j'ai envie de dire. Parce qu'en fait, quand on joue au jeu de rôle, on aime bien se dire « Ah, mon personnage, il a ça, ça, ça de trop cool. » Donc, tout en restant dans un jeu simple, on vous propose comme ça une gamme de pouvoirs super stylés et avec des règles hyper simples. L'ambiance se veut clairement haute en couleur et en puissance. Et pour vous donner un peu le ton, les personnages qu'il y avait dans ma campagne, il s'agissait de Kurt. Kurt, c'était un enfant. Alors dans son background, c'était un messager envoyé par les dieux sur Terre avec un message gravé sur son crâne qui pouvait, dès le début du jeu, se téléporter, créer des clones, etc., etc. Plutôt stylé. Ensuite, on avait Pete. Pete qui était un enfant des rues, masqué, qui avait comme pouvoir des capacités sur la vie et la mort. Il pouvait soigner ses alliés, mais aussi infliger des maladies, des arrêts cardiaques aux gens. Enfin, des pouvoirs assez rigolos pour contrôler le corps et donner des afflictions ou des folies aux gens. Il y avait Vlad, donc Vlad c'était plus un archétype de guerrier qui avait des capacités pour encaisser, pour contrôler ses adversaires, etc. Un peu plus classique, mais en fin de campagne il avait des trucs du genre il pouvait tenir hyper longtemps à un point de vie et tout, donc plutôt badass. Et ensuite on avait Pulpo qui lui était un daemon et ses pouvoirs c'était genre il pouvait multiplier le pain et le vin, donc c'était un peu Jésus. En gros il avait des pouvoirs un peu sur la nature et tout, il pouvait se transformer en animal, contrôler un peu les plantes, etc. Donc des personnages assez classe. On va tout de suite aller feuilleter le jeu pour que vous compreniez un peu mieux le truc. Avant qu'on commence à feuilleter dans quelques secondes le bouquin, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un jeu quand même relativement générique, il n'y a pas d'univers, etc. Même si on est sur de la fantasy, même si pour moi la saveur du truc, c'est l'image que je me fais du jeu, via les illustrations, via les pouvoirs qu'on a et tout. C'est un jeu d'une ambiance un peu heroic fantasy pour adolescents. Ça, c'est un peu l'image que je me fais du truc. Je vois le truc assez cartoon, un peu anime, avec des personnages badass qui vont régulièrement obtenir de nouveaux pouvoirs et devenir de plus en plus forts. Donc peut-être un peu shonen. C'est haut en couleur, il y a beaucoup d'objets magiques. On est sur de la high fantasy. Maintenant, allons regarder dans le livre. Le voici, le voilà, c'est Quest. Alors, qu'est-ce que je trouve dans Quest? Déjà, une petite couverture un petit peu enfantine, j'ai envie de dire un petit peu sympathique. Comme on a dit, c'est un jeu pour l'initiation, donc je trouve, qui est bien adapté à l'initiation, donc je trouve que ça colle bien. Et là, directement, des illustrations assez cool des objets magiques qui vont être proposés. Donc déjà, on peut remarquer tout de suite que c'est écrit en très gros. C'est écrit en très gros, ça peut faire penser un peu à un livre pour enfants. Et d'ailleurs, rapidement, les illustrations, on voit qu'elles sont assez enfantines, en tout cas accessibles. Elles font pas peur, quoi. Concrètement, il y a un côté vachement, vous allez voir, pop. Enfin, j'ai pas d'autres mots, mais ça fait pop, quoi. C'est très coloré. Moi, j'aime bien. Donc, c'est écrit en très très gros et c'est écrit en anglais. Voilà, ça c'est le gros défaut du jeu. C'est qu'en fait, c'est un super jeu d'initiation. C'est un super jeu si vous êtes complètement débutant, en tant que MJ, j'entends, ou joueur, peu importe. Mais c'est en anglais. Donc, malheureusement, si vous ne parlez pas anglais, c'est mort. Donc, on vous explique vraiment bien les concepts. Vous êtes un aventurier dans un monde magique, de magie et de danger. Bam. C'est quoi les joueurs, c'est quoi le MJ. Donc ça, c'est des trucs assez classiques. Les choses dont vous avez besoin. Dites ce que vous faites et voyez ce qui se passe. On vous explique en une seule phrase ce que vous allez faire 90% dans les parties de jeux de rôle. C'est ce livre qui m'a inspiré pour la vidéo « Qu'est-ce que font les joueurs débutants ?» si vous voulez tout savoir.
On vous explique qu'il y a un guide et des aventuriers. On vous fait une sorte d'exemple de partie. Ensuite, on vous dit qu'est-ce que vous allez faire d'autre. Explorer des scènes pour trouver des indices. Donc c'est hyper didactique en fait. Comment on fait les choses dans un jeu de rôle? On peut faire de l'acting, on peut raconter des choses comme si c'était une histoire, on peut décrire ce que notre personnage fait, on peut parler à travers notre personnage ou dire ce que dit notre personnage, etc. Donc en fait, tous les trucs qu'on pourrait croire acquis, etc., qui semblent bêtes comme bonjour, en fait, on vous les explique. Et je sais que souvent, des fois, aujourd'hui, on critique un peu les livres en disant oui, cette partie-là, on pourrait l'enlever, maintenant les gens ont compris, mais non, en fait. Non, si c'est la première fois que vous achetez un livre de jeu de rôle, vous comprenez pas forcément. Alors évidemment, vous avez Internet et tout, il y a plein de trucs pour apprendre des choses. Mais là, en l'occurrence, si vous vouliez, par exemple, donner un jeu de rôle à quelqu'un qui n'a jamais fait, genre à un enfant, et lui dire vas-y, lance-toi, je pense que ce serait parfait. On joue ensuite pendant les tours, etc. Donc on vous explique des concepts de base, genre je peux dire que je me déplace, un peu les distances, genre à portée, proche, à distance, trop loin. Et ensuite, bam, les règles du jeu. Là, vous avez les règles du jeu. Grosso modo, c'est quasiment l'ensemble des règles du jeu. C'est-à-dire qu'en fait, ça ressemble un petit peu à un PBTA. Vous lancez un des 20 et en fonction du résultat, vous allez avoir différents trucs qui vont se passer. Donc sur un 1, c'est une catastrophe. De 2 à 5, c'est un échec. De 6 à 10, c'est une réussite avec complication, donc un choix difficile, genre je veux sauter au-dessus d'un mur, l'exemple classique. Eh bien, soit je réussis à sauter au-dessus du mur, soit mais je perds un objet, par exemple, mon sac reste de l'autre côté du mur, soit je n'y arrive pas, par exemple. Ça pourrait être un truc comme ça. Ensuite, success de 1 à 19, et 20 le triumph, donc le coup critique, hein, en gros. Donc en fait, tout le monde, quel que soit votre personnage, jette un dé 20 et regarde ce truc quand il fait quelque chose. Ce qui fait que, virtuellement, tous les personnages sont capables de la même chose en termes d'action de base. Et ça, c'est assez sympa. Parce qu'en gros, quand vous avez commencé la partie, vous n'allez pas commencer à dire « Oui, toi, ton personnage, en fait, il a plus 2 en force, il faut que tu regardes en bas à droite de ta feuille. Regarde là, c'est ici. » Non, il n'y a pas de ça. C'est tu me dis que tu veux sauter au-dessus d'un mur, jette un dé 20, on regarde ça et on sait si tu as réussi ou non. Donc ça va très très vite à mettre en place. Ensuite, on vous explique que vous avez des points de vie. Tout le monde a 10 points de vie. C'est pas plus compliqué que ça. On vous explique comment vous pouvez en regagner. Le jeu est plutôt sympa en termes de récupération de points de vie. Il n'est pas trop mortel. Connaissez vos forces. On vous explique que vous avez des points d'aventure, donc on pourrait dire que c'est du mana, hein, si on voulait utiliser un terme un peu plus courant, mais c'est pas vraiment le cas puisque c'est pas forcément de la magie. Et en gros, les points d'aventure, c'est pour faire vos capacités spéciales. Ensuite, on vous explique que vous pouvez trimballer de l'équipement, qu'on ne prend pas en compte tout ce qui est pièces d'or, machin et trucs, qu'il faut noter que les trucs les plus importants. On vous dit que vous pouvez porter jusqu'à 12 objets. Ça simplifie quand même pas mal la gestion des objets, plutôt que de calculer le poids ou je sais pas quoi. Ensuite, on vous explique que c'est cool d'être sympa avec les autres. Les autres joueurs, demandez le consentement quand on fait un truc, parce que dans un jeu de rôle, c'est pas toujours pareil que dans d'autres jeux, vu qu'il y a moins de cadres. Il faut faire un peu attention à son voisin. Soyez juste... Enfin bon, après ça, c'est des grands principes. C'est toujours un peu light, mais c'est quand même des trucs de bons conseils qui n'apparaissent pas dans tous les jeux de rôle. Donc voilà, moi j'aime bien. Belle illustration. Donc là, on voit qu'en quelques pages, et c'est écrit en très gros, on a fait le tour du jeu concrètement, de comment on va jouer quasiment. Le reste, c'est du matériel de jeu. Donc il y a la création de personnages. Donc là, vous avez, ça je trouve que c'est vraiment cool, une feuille à trous pour créer votre personnage. Genre, bonjour, je m'appelle Nana, j'ai tel âge, je suis le machin du groupe. Mettons, je suis le barde du groupe, je suis le rigolo du groupe, je suis le Dark Sasuke du groupe. Là, vous écrivez ce que vous voulez. When people see me, donc quand on me voit, la première chose qu'on remarque, c'est ça. Et ça. Je porte ça. Vous voyez, c'est un texte à trous qui va vous permettre très rapidement de faire une présentation de votre personnage et en plus de le faire comme une petite histoire. Moi, je trouve que c'est vraiment sympa. Ensuite, là, c'est les rôles, donc c'est un peu les classes. Il y en a pas mal, mine de rien. On a le ranger, donc, qui va être plutôt celui qui voyage et tout, qui sait se débrouiller dans la nature. Le naturaliste, celui qui contrôle les éléments, qui va utiliser le feu, l'eau, le vent, les animaux et tout, c'est un peu le chaman ou le mage élémentaire si vous voulez. Le docteur, c'est plutôt la vie et la mort, donc qui peut soigner mais aussi donner des afflictions, etc. Ensuite on a le guerrier, ça fait sens, il a quand même des trucs un peu pour encourager les troupes, etc. Donc c'est assez sympathique. L'invoker, c'est pour être prêtre paladin, on va dire. Magicien, ça va être plutôt les pouvoirs psychiques, les illusions, etc. Contrôler les sens. Spy, c'est le voleur, c'est le mec qui va s'infiltrer, qui a pas mal de compétences pratiques.
se déguiser, les pièges et tout. Et Wizard, ça va être le magicien qui utilise plutôt le temps, l'espace, qui fait des trucs un peu bizarres comme ça. Voilà pour les classes du jeu. Donc là, ça, c'est le truc pour vous aider à remplir en fait le texte à trous qu'on a vu juste avant avec plein de propositions différentes. Donc en quoi je crois, on vous donne des propositions. Quelle est ma faiblesse, etc. Donc de quoi faire un personnage intéressant tout de suite, même si on n'a pas trop d'idées. Dream Big, qu'est-ce que j'aimerais faire dans cette aventure et tout. Ensuite, Gear Up, on vous explique que quand vous tapez à main nue, vous faites 1 dégât. Quand vous avez une arme, vous faites 2 dégâts. C'est tout. Et ensuite, c'est de l'équipement un petit peu plus important. On vous explique en gros que vous ne devez pas tenir compte du nombre de flèches, de l'eau et tout. Enfin, pas de comptabilité. Mais vous pouvez noter quelques équipements un peu originaux que vous avez, avec des propositions. Ensuite, là, c'est la majorité du livre. Donc là, c'est les classes en fait. Donc là, on va vous expliquer comment choisir des abilities, donc c'est des capacités, donc c'est des pouvoirs spéciaux qui vont dépendre de votre classe. Plus tard dans le bouquin, on vous explique qu'en fait, les classes, c'est juste un guide et que vous pourriez prendre les capacités comme vous voulez. Mais voilà, ça vous permet quand même d'avoir des archétypes et d'avoir un truc un peu plus à la Dungeons and Dragons, si c'est ce que vous voulez faire les joueurs, d'avoir un truc un peu avec des classes, bref, ce qu'on se représente généralement dans le jeu de rôle. On vous explique que vous dépensez des adventure points, donc là en noir c'est les coûts de chaque ability quand vous allez l'utiliser. En adventure point, on vous explique comment vous en récupérer et tout et tout. Donc en fait, à partir du moment où vous êtes ici, c'est là que commence la création mécanique de votre personnage, et encore c'est très très simple. Parce que comme on l'a dit avant, la mécanique de base s'applique à tout le monde pour quasiment toutes les actions. Donc en fait, ce qui définit votre personnage au final, c'est ses capacités spéciales et l'histoire que vous lui racontez avec son équipement, ses vulnérabilités et tout, qui n'ont pas d'impact mécanique. Donc en gros, c'est son background, c'est les trucs RP, si vous voulez les termes. Je pense que vous m'aurez compris. Et ses capacités spéciales, et c'est tout. Tout le monde a le même nombre de points de vie, d'adventure points, il n'y a pas de caractéristiques et tout. Donc c'est super simple. Là, on vous explique un peu les plans et tout. Je sais pas. Alors des fois, ça c'est peut-être quand même un défaut du jeu. La maquette est un peu bizarre. On ne sait pas trop pourquoi il y a ça maintenant. Je vous le cache pas. La répartition des chapitres et tout, un peu bizarre. Mais en général, tout tient en une double page. Ça en termes de maquette, c'est vraiment cool. C'est vrai que vous n'avez pas à tourner les pages pour chercher des informations. Chaque sujet tient sur sa double page. Donc ça va, c'est ok. Donc là, on arrive au gros du jeu. C'est toutes les capacités spéciales. Donc vous avez une illustration, je vous disais, ça fait super pop. Donc là, du guerrier, on vous explique un peu le concept du guerrier. You can use the fighter role to play one more game. Ok. Et après, on vous explique ses capacités. Donc à chaque fois, c'est des sortes d'arbres de talent. Donc il y a l'arbre du duel, il y a l'arbre de la tactique, il y a l'arbre de la camaraderie, du leadership, donc du management, du fait de diriger l'équipe, hein. Du body. Donc ça, c'est un peu les 5 arbres de capacité du guerrier. Quand vous allez choisir vos abilities, en fait, vous pouvez les prendre dans l'ordre par arbre. Donc mettons, je veux faire dueling, je pourrais prendre counter attack et ensuite wild attack. Je pourrais pas prendre tout de suite duel, je devrais d'abord prendre les trucs d'avant. En général, il y a 5 capacités par arbre comme ça. Donc au début du jeu, je crois que vous en choisissez 6 de capacités. Et après, vous avez des capacités légendaires. Ça, c'est des capacités que vous ne pouvez acquérir que en cours de partie, que vous pouvez apprendre dès le début. Donc voilà. Ensuite, vous avez l'invoqueur. Donc avec Verdicts, Wards, Ross. Plein de capacités cool. Ensuite, on arrive sur le ranger. J'adore les illustrations. Elles sont vraiment cool. L'élémentaliste, non, le naturaliste. Le docteur, donc on avait dit qu'il contrôle la vie et la mort. Le spy, l'espion. Le magicien. Le wizard, donc le sorcier. Donc voilà, ça c'est vraiment une grosse partie du livre. C'est toutes les capacités spéciales des personnages. Et c'est vraiment ça qui va définir mécaniquement votre personnage. Ensuite, you are the lamp that lights the way. Donc là, c'est les conseils pour le maître du jeu. Donc aidez vos amis, éclairez-les, vous êtes un peu leur interface avec l'univers. Set the big scene, donc là c'est un peu comme pour les joueurs, ils avaient pu avoir un texte à trous pour leur personnage, vous avez un texte à trous pour votre situation initiale, votre aventure, ce que je trouve assez malin. Après, on va pas se le cacher, il n'y a pas d'aventure dans le bouquin, ça peut être quand même un défaut vu que c'est un truc d'initiation. Donc c'est quand même un truc qui part du principe que vous allez réussir à improviser. Ce qui n'est pas forcément facile quand on débute, on va pas se le cacher. En tout cas, vous n'êtes pas, en termes de règles, j'ai rarement vu plus simple. Et en termes d'informations et de conseils concrets pour commencer à jouer, c'est vraiment pas mal.
Donc voilà, là, c'est votre histoire commence à tel endroit, un endroit qui est comme ceci, comme cela. De cet endroit à cet endroit, on peut apercevoir si ce lieu, blablabla. Vous m'avez compris. People are hopeful that. Qu'est-ce qu'espèrent les gens à l'endroit où commence l'aventure. Et hop, des adventure hook. Hop. Donc en fait, vous faites une sorte de petite ville de départ, quoi. C'est ce qu'on conseille souvent, une petite ville de départ avec des accroches, une ambiance, des petits enjeux. Et on va partir de ça et pas de grand chose de plus. Donc effectivement, on vous prend pas par la main. Enfin, on vous prend par la main en vous donnant plein de conseils, mais on vous dit pas, voilà une aventure toute prête, lisez-la 50 000 fois. Et une fois que vous l'aurez bien comprise, faites-la jouer et ça devrait bien se passer si vous arrivez à les garder dans le droit chemin d'une aventure linéaire pour débutants. C'est pas ça la proposition. On vous invite plus à vous lâcher quand même. Moi, je préfère ça, mais je pourrais comprendre que pour certains débutants, ce soit pas parfait. Rien n'est parfait. Ils auraient pu mettre un scénario, c'est vrai. On pourrait leur reprocher quand même. A Recipe for Adventure, donc bref, on vous explique un peu qu'est-ce qui est important, grosso modo, pour créer du jeu. Say what's obvious. Then set the mood. Donc dites ce qui est évident dans chaque scène et ensuite posez l'ambiance et laissez les joueurs chercher. Dans quoi vous pouvez emmener vos joueurs ? Vous pourriez leur mettre une rumeur, vous pourriez leur donner des connaissances, les encourager, répéter certains indices pour qu'ils les trouvent plus facilement. Faites des énigmes pas trop dures. Red key, red door. Donc s'il y a une clé en forme de triangle, mettez une serrure en forme de triangle et vos joueurs ils seront contents de se rappeler « Ah tiens, il y avait une clé en forme de triangle ». Parce que c'est déjà assez difficile dans un jeu de rôle de se souvenir de toutes les informations, donc c'est une énigme qui vaut déjà le coup. Ça veut dire que le mec il peut se souvenir du truc d'avant. Bref, je divague. Des bons conseils en vrai. Des bons conseils. Utilisez les dés pour augmenter le suspense, pas pour tout. C'est important ça. De jeter les dés qu'une seule fois pour une même action. Augmentez les enjeux, faites une attaque, amenez des renforts, faites une embuscade, mettez des pièges. Plein de conseils. Je vais pas tout vous faire. Imaginez ce qui se passe ensuite. Là, on vous donne des petits conseils pour interpréter le jet de D20 qu'on a vu juste avant, qui est la mécanique principale. Récompense, choix difficile, setbacks, mercy. Les PNJ, donnez-leur des noms et des objectifs. Là, on vous montre des profils de monstres pour vous montrer à quel point c'est simple. Les monstres, c'est des points de vie, des dégâts, c'est tout. Ils jettent les D20 comme les joueurs avec réussite critique, réussite, machin et tout. Une chose que vous aurez sûrement remarqué aussi, c'est qu'il y a beaucoup de chances de succès dans ce jeu. Je reviens un peu en arrière, mais vous avez quand même 75% de chances de réussir à peu près toutes vos actions. Alors bien sûr, en tough choice, vous allez avoir un contre-coup, vous allez réussir avec une complication, mais quand même, vous avez 75% de chances de réussite à toutes vos actions, ce qui donne un feeling vraiment héroïque au jeu en l'occurrence. Bref, je continue d'avancer. Là, on vous donne des trucs pour modifier les monstres, parce que c'est vrai que ça pouvait sembler un petit peu léger, juste des points de vie et des dégâts, donc là, des petites capacités spéciales, genre il pourrait être invisible, donc on ne peut pas le taper sans avoir un plan précis derrière la tête, il pourrait avoir plusieurs attaques. Il pourrait avoir des protections, donc avoir une immunité à un type de dégâts, il pourrait se régénérer. Là, on vous explique comment jouer en tour par tour s'il y a un combat. Donc c'est assez simple, il me semble. C'est les joueurs jouent en premier, ensuite c'est les monstres, ensuite les joueurs, et puis paf pouf. La première partie, la première scène, se chauffer, jouer sur le plus long terme. Vraiment, on vous accompagne si vous êtes débutant. On vous donne plein de petits conseils pour créer votre propre truc. Votre propre univers en tout cas et votre propre ambiance de jeu. Il n'y a pas vraiment d'univers fourni à part quelques indications très légères. Donc c'est plus une invitation à l'imaginaire qu'à un truc clé en main. Et ensuite, on se retrouve avec là plein d'objets magiques cool qui peuvent ajouter des petites capacités rigolotes, plus ou moins utiles, plus ou moins épiques, plus ou moins puissantes. Des objets magiques que vous allez pouvoir donner comme récompense. En plus des capacités que vos joueurs vont pouvoir continuer de débloquer pour leur personnage. Et on arrive à la fin de ce livre qui, ma foi, est plutôt cool, n'est-ce pas ? Chose à noter pour vous montrer à quel point le jeu est simple, c'est que vous pouvez aussi utiliser des cartes. Alors en fait, je les déballe parce que ayant joué à distance, je n'en ai pas eu l'usage. Vous voyez, ici par exemple, j'ai toutes les cartes des capacités du guerrier. Ce qui fait que, à chaque fois, on remarque, je montre aussi, il y a au dos The Fighter, donc vous ne devriez pas trop vous perdre. Vous avez ça pour toutes les classes, je ne vais pas commencer à foutre le bazar. Vous avez aussi tous les objets magiques, il me semble. Peut-être pas, peut-être que c'était un autre deck. Mais bref, vous avez une boîte comme ça, avec toutes les cartes, ce qui fait qu'en fait, vous pourriez jouer, très sincèrement, uniquement avec cette boîte et les cartes. Vous pourriez venir sans le livre à votre partie. Puisque comme je vous disais, il n'y a pas de caractéristiques. En soi, une feuille blanche vierge suffira largement à noter
vos pertes de points de vie et vos points d'utilisation de points d'aventure et les petites informations sur votre personnage. Tout ce qui est mécanique tient sur ces cartes. Donc la création de personnages pourrait simplement consister en un choix parmi les cartes pour vos joueurs. Et ils auraient toutes les capacités de leur personnage sur leur deck, entre guillemets. Ce qui est plutôt cool si c'était en français. Voilà, ça fait toujours mal au cœur. Voilà, on a terminé de feuilleter le livre, donc mon avis sur le jeu, c'est que c'est vraiment très très cool pour débuter. Je pense que je l'ai assez répété. Mécaniquement, la barrière est quasi inexistante. Les deux seules barrières qui restent, c'est la barrière de la langue. Déjà, on va pas se le cacher, c'est en anglais. Dommage que ce soit pas en français. Et puis, il manque peut-être un scénario, mais moi, j'y vois pas nécessairement un problème. Parce que je joue pas très très souvent des scénarios du commerce. Et c'est vrai que peut-être que pour des débutants, ça peut aider d'avoir un scénario. Et là, en l'occurrence, il n'y a pas de ça. Donc même si vous avez plein d'idées, plein de bons conseils pour les débutants, il va falloir quand même faire appel un peu à votre créativité et peut-être que pour des débutants, du coup, ils vont tomber dans le piège de vouloir créer tout un univers et tout, ce qui n'est pas grave, mais ce qui peut délayer finalement le moment où ils vont commencer à jouer, alors que c'est un jeu qui est bien fait pour débuter et commencer à jouer rapidement à la base. Finalement, qu'est-ce qui s'est un peu passé dans la campagne? Donc je vous ai déjà parlé un peu des personnages juste avant, je vous montre quelques images du Miro. Grosso modo, on était dans un univers de fantasy urbain. Tiens, ça rappelle un petit peu la vidéo sur Spire de la semaine dernière, ou de je sais plus quand, je sais pas si j'ai mis les deux vidéos d'affilée, bref. Mais effectivement, et en plus c'est un hasard, c'est ça qui est marrant. On pourrait croire que comme j'ai joué à ces deux jeux dans la même période, bah, c'est moi qui ai créé les deux univers, mais en fait non. Spire, j'ai joué Spire avec l'univers, alors que là, l'univers dans lequel on a joué a vraiment été créé en session 0, à partir de rien, des idées des joueurs, et finalement on est dans un setting qui ressemble pas mal à celui de Spire, puisque on est dans un contexte urbain avec une ville émergée, clairement, avec des étages et tout, et plus on monte, plus on est dans les hautes sphères, et une ville souterraine. Ça fait quand même pas mal penser à Spire. Sur la cosmologie, vite fait, on avait dit que les dieux avaient disparu, que la ville dans laquelle se passait le jeu, qui s'appelait Rayaris, en fait il y avait deux parties, il y avait la partie haute Rayaris, la partie basse Zamba. C'était la capitale d'un empire décadent, avec un dieu unique, et tous les autres dieux ont disparu. Donc il y avait un petit mystère autour de ça. Et il y avait aussi un enjeu climatique, parce que depuis la disparition des dieux, eh bien, le soleil brûlait toujours plus fort, et le jour était toujours plus long, et du coup, quasiment tout l'empire était désertique, et il y avait une sorte de cloche magique au-dessus de la capitale de Rayaris, qui faisait que la capitale, si elle était florissante, etc., autour, toutes les terres étaient désolées, asséchées, craquelées de toutes parts, et du coup, ça attirait finalement des migrants qui venaient s'installer tout le temps dans la capitale et qui venaient s'accumuler dans la ville souterraine pour se protéger du soleil et tout. Donc il y avait une ambiance comme ça d'oppression et tout. Qu'est-ce qu'on a eu en vite fait, je vais pas vous faire l'histoire, on a eu une négociation avec un dieu de l'humour, de la musique, le dieu Ivan. C'était assez marrant. On a eu un personnage, Pete en l'occurrence, dont l'appartement s'est retrouvé être une sorte de QG de la Révolution. On a eu un combat dans une arène, ça fait penser à une autre vidéo que j'ai faite, avec un combat dans une arène qui était assez cool. On a eu Vlad, du coup le guerrier un peu qui a mené son peuple, le peuple des Ifrites, à la révolte et qui a été général de la grande bataille finale. On a eu le personnage de Pulpo, qui lui a utilisé un de ses pouvoirs qui fait qu'en fait il s'est sacrifié pour terraformer la planète entière et faire revenir à la vie toutes les terres desséchées et tout. Donc c'était à la fin, c'était un peu épique. Il a donné son âme pour sauver le monde de la catastrophe climatique. On a eu Kurt, donc Kuro, le messager divin, qui est parti avec les dieux finalement quand ils ont réussi à libérer les dieux. Ça faisait un peu la séparation entre Frodon et Sam quand il part avec les elfes, genre à la fin, genre en mode « Nous avons sauvé le monde, mais ma place n'est plus ici, je dois partir, reste avec moi !» Non, c'est à ton tour d'écrire ton histoire. Bref, il y a eu plein de trucs cool, grosse bataille, beaucoup de trucs épiques, très sympathique, très héroïque en fait. Donc Quest, un jeu que vous pouvez aller regarder si ça vous intéresse. Je sais, c'est en anglais, mais voilà, je trouve que ça valait le coup de le présenter. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre la cloche pour être prévenu des futures vidéos, à venir sur le Discord. Et surtout à regarder les liens en commentaire vers nos guides ou vers la Gazette, ça c'est notre petite newsletter. Voilà, sur ce, je vous dis à tous et à toutes, bonne semaine, bonnes vacances, bon jeu surtout, et à la revoyure. Ciao.